Le vent arrive en premier, pas la douce brise qui agite l'herbe estivale, mais quelque chose de tout autre. Une force vivante qui arrache la chaleur de la chair et pousse des cristaux de glace comme des aiguilles à travers la moindre fente des vêtements. C'est la steppe mongole en hiver, avec des températures chutant à moins 50 degrés Celsius, près de 100 degrés sous le point de congélation. Sur cette vaste plaine sans arbres, plus grande que l'Europe de l'Ouest, il n'y a aucun endroit où se réfugier. Pourtant, pendant plus d'un millénaire, les familles mongoles ont fait plus que simplement survivre ici. Elles ont prospéré. Ils ont construit des habitations qui pouvaient disparaître au lever du soleil et réapparaître avant le coucher du soleil. Des forteresses mobiles conçues non pas pour le confort, mais pour quelque chose de bien plus vital, endurer les éléments. Dans un froid capable de tuer la peau exposée en quelques minutes, les Mongols ont nommé les hivers les plus rigoureux Zud, quand la sécheresse estivale cède la place à un froid catastrophique et à une neige si profonde qu'elle ensevelit des troupeaux entiers. Ce n'était pas de simples saisons rigoureuses, c'était des tests ultimes de tout ce que leurs ancêtres avaient appris sur le vent, la chaleur du feu et les calculs complexes pour rester en vie sur un paysage qui n'offrait aucun répit. Ce soir, nous entrons dans leur monde. Un monde où l'emplacement précis de l'abri pouvait signifier la différence entre la vie et la mort pour toute une famille. Où la chaleur générée par les animaux et les solides murs de feutre formaient la seule barrière entre l'existence humaine et le froid infini et mortel de la steppe ouverte. En octobre, le berger mongol devient en partie météorologue, en partie architecte paysagiste. La lutte urgente contre l'hiver qui approche est maintenant en cours. La décision de l'endroit où établir le camp d'hiver, l'Otog, dictait tout ce qui allait suivre. Faites le mauvais choix et le vent vous trouverait inévitablement. La neige accumulée vous ensevelirait. Le froid mordant ne réclamerait pas seulement la famille, mais aussi les centaines de moutons, chèvres et chevaux qui constituaient leur gagne-pain. La steppe semble illimitée, uniforme, une vaste prairie ondulante s'étendant au-delà de tout horizon visible. Mais pour des yeux expérimentés, elle révélait des distinctions cruciales, de subtiles indentations dans le terrain, des formations rocheuses qui protégeraient du vent, et, le plus crucial, des versants sud des collines et des montagnes, qui capteraient la lumière du soleil hivernal. Cette pratique était connue sous le nom de nier. C'était l'art de localiser l'ombre de la montagne. Le site hivernal optimal se trouvait dans une douce vallée, ou sur le versant abrité d'un terrain élevé. À ces endroits, les vents sibériens rigoureux passaient au-dessus, déviés par les obstacles naturels. L'exposition plein sud absorberait chaque parcelle de chaleur, du soleil d'hiver bas sur l'horizon, essentiel pour le bien-être humain et la survie du bétail. Même une légère différence de température pouvait déterminer la différence entre la neige, qui fondait suffisamment pour exposer l'herbe, et la neige qui restait un obstacle gelé au pâturage. L'eau dictait la deuxième exigence. Même complètement gelé, un ruisseau ou un cours d'eau mineur offrait la seule source d'approvisionnement fiable pour les animaux et les humains. Les campements d'hiver étaient stratégiquement placés, à portée de main de ces ressources vitales, prises par la glace, ou des efforts quotidiens pour briser la surface, permettaient d'accéder à l'eau courante en dessous. Déterminer le moment optimal de migration exigeait une compréhension des modèles météorologiques, transmise à travers d'innombrables générations. Les unités familiales utilisaient les dernières semaines de l'automne pour permettre à leurs troupeaux de prendre du poids grâce au fourrage restant, en observant les indicateurs atmosphériques qui annonçaient les premières chutes de neige importantes. Partir trop tôt signifiait perdre de précieuses périodes de pâturage. Retarder trop longtemps et de fortes neiges pouvaient obstruer les chemins vers leur quartier d'hiver, laissant les troupeaux bloqués dans des zones exposées où ils périraient de froid ou de faim. Le déplacement lui-même représentait un retrait prudent. Des milliers de créatures rassemblées à travers des kilomètres de terrain progressivement hostiles pour atteindre le sanctuaire désigné. Avant que le voyage ne devienne périlleux, les découvertes archéologiques indiquent que ces sites de campement d'hiver étaient utilisés de manière récurrente, sélectionnés et conservés par des familles pendant de nombreuses décennies, qui reconnaissaient que connaître un terrain sûr avait plus de valeur que n'importe quel bien matériel. À l'arrivée de novembre, et alors que les premières grandes tempêtes menaçaient, les pasteurs mongols avaient achevé leur retraite tactique. Ils avaient trouvé l'abri protecteur de leur montagne. Par la suite, un défi encore plus vital surgit. Ériger une fortification portable. Une yourte isolée située dans la steppe hivernale ne pouvait pas résister à une violente tempête. L'ingéniosité derrière l'endurance hivernale des Mongols ne se trouvait pas dans des habitations séparées, mais plutôt dans leur organisation communautaire. La transformation des foyers individuels en une structure protectrice cohésive. L'agencement du campement hivernal était connu sous le nom de Kerai, qui se cercle par cercle, mais ce n'était pas une disposition informelle.
Le placement de l'habitation de chaque famille. Respecter des principes spécifiques. Perfectionné au fil de centaines d'années d'endurance arctique. Les yourtes formaient un anneau compact, ou une configuration en U avec des entrées orientées vers le sud ou le sud-est, pour éviter les vents dominants, tout en exploitant la plus grande quantité de rayonnement solaire. Les espaces séparant les structures étaient réduits au minimum. Cela formait une barrière presque ininterrompue de feutre et de bois, entravant les courants d'air au niveau du sol, où ils apportaient le froid le plus intense, et favorisant simultanément un environnement intérieur abrité. De manière cruciale, la zone centrale se transformait en un sanctuaire thermique, avec des températures potentiellement plusieurs degrés plus élevées que la steppe adjacente. Chaque soir, les biens les plus précieux, le bétail, étaient déplacés vers ce cœur protégé. Lorsque les températures chutaient à des niveaux mortels, les éleveurs guidaient leurs moutons, chèvres et jeunes bovins vers le cœur protégé du camp. Cela représentait l'aspect le plus ingénieux de tout le système. L'utilisation du bétail à la fois pour la chaleur et l'isolation thermique. Une centaine de moutons produisent une chaleur communautaire considérable. Blottis au centre protégé du vent, leur chaleur combinée pouvait élever la température de l'air ambiant de 5 à 10 degrés Celsius. Leur corps servait de barrière supplémentaire contre le vent. Un bouclier organique qui atténuait les courants d'air restants, qui balayait le périmètre extérieur des yourtes. Cette configuration était mutuellement bénéfique. Les structures humaines protégeaient les animaux des vents violents, tandis que les corps des animaux, à leur tour, protégeaient les humains de l'intensité implacable de l'hiver de la steppe. Lorsque les ressources le permettaient, les mesures de protection du camp étaient renforcées par de petits murs construits à partir de pierres empilées ou même de blocs solidifiés de fumier desséché. Ces murs, bien qu'atteignant seulement la hauteur de la taille, remplissaient des rôles vitaux. Ils brisaient les courants d'air bas qui pouvaient pénétrer les interstices entre les yourtes et empêchaient les congères de s'accumuler à l'intérieur des limites du camp. Les fouilles archéologiques dans les campements d'hiver révèlent des preuves de trous de poteaux et de formations de pierres, corroborant ces configurations protectrices. Les campements étaient éphémères mais méticuleusement planifiés, conçus pour un assemblage rapide et un démontage tout aussi rapide au retour du printemps. Chaque composant contribuait à l'objectif principal, forger une enclave de conditions habitables dans l'un des environnements les plus impitoyables de la Terre. En décembre, alors que le froid le plus intense s'abattait sur la steppe, la yourte s'était transformée en un bastion de feutre et de chaleur vivante, méticuleusement configurée pour transformer les caractéristiques naturelles du terrain en défense contre sa rudesse. Aventurez-vous dans une yourte d'hiver et découvrez l'une des réponses les plus sophistiquées de l'humanité pour résister au froid intense. La forme unique de la yourte, avec sa base ronde et son plafond voûté, est l'aboutissement de millénaires d'optimisation aérodynamique. La conception permet au vent de glisser le long de ses contours arrondis, au lieu de heurter directement les angles vifs ou les surfaces planes. Sa forme compacte offre très peu de résistance au courant d'air, qui autrement dissiperait la chaleur. Si la forme fournissait une base, la véritable protection contre les températures chutant à moins 50 degrés provenait de son isolation sophistiquée. En hiver, les yourtes étaient enveloppées de jusqu'à une douzaine de couches de feutre dense, une substance encore reconnue comme l'un des meilleurs matériaux isolants jamais créés. Ce feutre se compose d'un réseau de fibres de laine étroitement tissées, formant d'innombrables minuscules poches d'air. De telles poches d'air emprisonnées entravent le mouvement de la chaleur, préservant ainsi la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur. C'était littéralement une question de survie. Les différentes couches de feutre étaient positionnées avec une planification minutieuse. Les couches les plus internes servaient de principales barrières thermiques, tandis que les revêtements externes protégeaient du vent et de l'humidité. Fréquemment, la couche la plus externe était une toile, traitée avec de la graisse animale ou des substances hydrofuges similaires, empêchant la neige et la glace d'atteindre l'isolation en feutre en dessous. Des études de vestiges de feutre anciens révèlent des matériaux si robustes et si bien fabriqués que l'isolation synthétique contemporaine est souvent inférieure à leur efficacité thermique. Au cœur de cette installation se trouvait le foyer central, connu sous le nom de zouk. Placé juste sous le tunnel, l'ouverture centrale du toit, le poêle en fer générait un fort courant de convection. L'air chaud montait et s'échappait par l'ouverture du toit, aspirant simultanément de l'air frais et froid par des évents au niveau du sol conçus à cet effet. Ce flux d'air empêchait le monoxyde de carbone mortel de s'accumuler et répartissait uniformément la chaleur dans l'habitation compacte. La flamme était essentielle à la survie. Pendant les mois les plus rigoureux, le feu principal était maintenu constamment allumé, alimenté par des déjections animales séchées
qui produisaient une chaleur intense et propre. Les familles organisaient des roulements pour garantir que le feu restait allumé toute la nuit, surtout lorsque les températures chutaient à des niveaux dangereusement bas. Le revêtement de sol recevait tout autant d'attention. Le contact direct avec le sol pouvait dissiper la chaleur corporelle tout aussi rapidement que l'exposition au vent. Ainsi, le sol était recouvert de plusieurs couches de feutre vieilli, de peaux d'animaux posées côté fourrure vers le haut et de végétation desséchée. Cette base protectrice empêchait la terre glacée de dissiper la chaleur des individus qui s'y reposaient ou y dormaient. Même l'aménagement intérieur respectait les principes de rétention de la chaleur. Les zones de repos étaient situées loin de l'entrée, point d'entrée de l'air froid, et plus près du foyer et de la cloison arrière. Aux endroits où la chaleur s'accumulait, des sections de rangement contenaient du feutre supplémentaire, des couvertures et des enveloppes de fourrure, prêts à être superposés lors des tempêtes les plus violentes. Cela créait un environnement capable de maintenir des températures de 40 à 50 degrés Celsius, supérieures à l'atmosphère extérieure. Même lorsque la steppe chutait à moins 50 degrés Celsius, l'intérieur d'une yourte, correctement entretenue, pouvait rester plus chaud que moins 10 degrés Celsius. Bien que frais selon les normes contemporaines, c'était suffisamment chaud pour la survie humaine, associé à des vêtements et des matériaux de couchage appropriés. Cela n'offrait aucun luxe. Au lieu de cela, cela représentait une conception méticuleuse pour la résilience, affinée au fil d'innombrables générations familiales qui reconnaissaient que chaque aspect de leur habitation pouvait dicter leur survie jusqu'au printemps. Alors que le soleil disparaissait derrière l'horizon acéré et que les températures chutaient à leur nadir nocturne, l'approche de survie du foyer mongol entrait dans sa phase la plus cruciale. Endurer le froid mortel pendant le sommeil. L'espace personnel se transformait en un luxe inabordable. Les foyers dormaient en communauté dans des espaces confinés, mettant en commun la chaleur corporelle, ce qui faisait souvent la différence entre se réveiller vivant et succomber au froid pendant la nuit. Parents, enfants et tout visiteur ou membre de la famille organisaient leur lieu de repos pour optimiser la chaleur partagée, s'allongeant souvent si près qu'ils sentaient la respiration les uns des autres. Personne ne se déshabillait pour dormir. Les Mongols se reposaient entièrement vêtus de leurs habits quotidiens, les épaisses robes de feutre offrant de la chaleur même en position allongée. Seuls les vêtements extérieurs les plus épais étaient retirés, servant de couverture supplémentaire au lieu d'être suspendus pour se raidir dans le froid pendant la nuit. L'arrangement de couchage constituait une couche supplémentaire dans la barrière protectrice contre le froid. Les plateformes de repos étaient construites au-dessus de la base isolée, utilisant des couvertures de feutre dense appelées sherdag. Celles-ci établissaient un coussin d'air séparant les corps humains du sol, empêchant la terre de siphonner la chaleur vitale pendant la longue période nocturne. Épaisses couvertures de fourrure, fabriquées à partir de peaux de mouton, de loup ou de diverses peaux d'animaux, servaient de couvertures essentielles. De tels matériaux retenaient efficacement l'air chaud près du corps, et leur poids substantiel entravait simultanément la dissipation de la chaleur par convection. Les familles aisées utilisaient plusieurs couches de couverture, créant des systèmes d'isolation similaires à l'équipement de couchage arctique contemporain. Cependant, l'aspect le plus ingénieux pour endurer les nuits glaciales consistait à intégrer directement les animaux dans les quartiers de couchage humains. Pendant les nuits les plus rigoureuses, avec des températures extérieures chutant à moins 40 degrés Celsius ou même moins, de jeunes agneaux, chevreaux et veaux étaient introduits dans le GWR. Ces jeunes créatures étaient gardées dans une zone spécifique près de l'entrée, suffisamment proche pour contribuer leur chaleur corporelle à l'atmosphère intérieure, mais située de manière à ne pas perturber les espaces de couchage humain. Le rapport thermique s'est avéré substantiel. Seule une poignée de ces jeunes animaux avait la capacité d'élever la température intérieure de plusieurs degrés. Et face au froid extrême, chaque degré était d'une importance capitale pour la survie. Tout au long de la nuit, leur petit corps produisait constamment de la chaleur. Une chaleur qui se serait autrement dissipée dans le froid immense de la steppe. Cette configuration répondait à plusieurs objectifs cruciaux de survie. La chaleur émanant des animaux aidait les humains à endurer la nuit. Fournir un abri garantissait la survie du jeune bétail jusqu'à l'aube, protégeant ainsi les perspectives économiques de la famille. De plus, cet arrangement de vie communautaire renforçait le lien interdépendant entre les familles de bergers et leurs animaux, un partenariat fondamental pour le mode de vie mongol. L'acte de dormir se transformait en une technique de survie vitale. Les familles maîtrisaient l'art de se positionner pour maximiser la chaleur corporelle partagée, tout en garantissant que chacun bénéficiait de l'air chaud circulant depuis le foyer central. Les jeunes étaient positionnés au milieu des adultes pour tirer le plus grand avantage de leur chaleur corporelle combinée. Les personnes âgées, dont le corps produisait moins de chaleur, recevaient des couvertures supplémentaires
et des places préférentielles près du feu. Des preuves découvertes dans les campements d'hiver, telles que de petits os d'animaux mêlés à des artefacts humains près des foyers, corroborent ces pratiques de couchage communautaire. Cette coutume a persisté à travers des époques historiques plus récentes et reste observable dans les sociétés mongoles traditionnelles lors de conditions climatiques rigoureuses. Au lever du jour, le feu rallumé et le thé chaud prêt, la famille avait réussi à endurer une autre nuit qui aurait coûté la vie à des individus non préparés en quelques heures seulement. Par leurs propres efforts physiques, leur bétail et leurs habitations conçues avec expertise, ils ont forgé un sanctuaire d'existence au milieu des efforts incessants de la nature pour les anéantir par le froid. Chaque composant du campement d'hiver mongol remplissait plusieurs rôles au sein d'un cadre de survie intégré. Un système que l'ingénierie contemporaine commence tout juste à saisir complètement. L'argol, la bouse séchée utilisée comme combustible, était plus que la seule ressource combustible de la steppe aride. Il brûlait intensément tout en produisant très peu de fumée. Par conséquent, il s'est avéré parfait pour chauffer des zones confinées sans générer de concentration dangereuse de monoxyde de carbone. Sa compacité permettait de stocker une provision pour tout l'hiver en piles serrées, garantissant qu'elle n'encombrerait pas l'espace intérieur restreint d'une yourte. Ce qui semblait n'être que des motifs et des ornements décoratifs en feutre jouaient en fait des rôles structurels cruciaux. Ces motifs géométriques renforçaient les zones de forte contrainte où la force du vent s'accumulait, répartissant la pression sur l'extérieur en feutre pour éviter les déchirures ou les ouvertures qui permettraient à la chaleur de se dissiper. De plus, les teintes et les motifs aidaient à l'orientation pendant les tempêtes de neige, permettant aux familles de localiser leurs habitations spécifiques au milieu d'une visibilité quasi inexistante. L'agencement communautaire des campements d'hiver respectait les principes d'efficacité thermique. Les foyers apparentés arrangeaient leurs yourtes pour bénéficier collectivement de la protection contre le vent. Pourtant, chacun conservait son propre appareil de chauffage. Les regroupements familiaux plus importants pouvaient s'entraider en cas de crise, répartissant simultanément les dangers de la survie entre de nombreuses maisons. Le lien mutuellement bénéfique entre les humains et le bétail atteignait sa forme la plus sophistiquée pendant les mois les plus froids. Les animaux fournissaient chaleur, matière combustible, déchets pour le carburant, subsistance, produits laitiers et viandes périodiques, ainsi que des matières premières comme la laine et les peaux. En retour, les humains leur offraient un refuge, les protégeaient des prédateurs et surveillaient leur pâturage pour garantir leur survie jusqu'au printemps. Cet arrangement cohérent pouvait être démonté et remonté en quelques heures seulement, chaque fois que des changements climatiques survenaient ou que les besoins en pâturage nécessitaient un déplacement. L'ensemble de la forteresse hivernale pouvait être chargé sur des équidés et des dromadaires, puis transporté vers un autre site. Aucune structure fixe n'était laissée derrière, aucune provision n'était gaspillée, et l'environnement ne portait aucune trace durable de leur présence. Les principes d'ingénierie inhérents à ces mécanismes de survie ont façonné les stratégies militaires, les routes commerciales et les structures gouvernementales à travers l'Empire mongol. L'adaptabilité identique à l'environnement et la facilité de mouvement qui facilitait la survie hivernale ont également permis un déploiement militaire rapide sur de vastes territoires, offrant aux forces mongoles des avantages tactiques qui ont profondément marqué l'histoire médiévale. Les spécialistes contemporains de la survie et les explorateurs polaires continuent d'examiner la construction classique des habitations mongoles, les méthodes de rétention thermique et les appareils générateurs de chaleur. Les hébergements d'urgence modernes, les vêtements militaires pour temps froid et les habitats pour environnements difficiles intègrent des concepts initialement affinés par les nomades pasteurs des plaines mongoles. Les aspects mentaux de ce mécanisme de survie étaient tout aussi complexes. Les foyers capables de maintenir leur mode de vie ancestral pendant les hivers les plus rigoureux ont acquis une profonde assurance quant à leur capacité à surmonter toute adversité écologique. Une telle force mentale a favorisé la préservation de la culture pendant des centaines d'années, malgré l'instabilité politique et les variations climatiques. Le désudé, un hiver dévastateur qui poussait tous les mécanismes de survie à leur point de rupture, frappait généralement tous les 10 ans environ, apportant une frigidité extrême. Avec les chutes de neige les plus intenses et des vents incessants, la stratégie d'hivernage mongole a rencontré sa plus grande épreuve. Les découvertes archéologiques indiquent que, même si certaines colonies individuelles pouvaient périr, le taux de survie collectif lors de ces événements graves restait exceptionnellement élevé, servant de preuve de la conception avancée inhérente à l'ensemble du système. Les données climatologiques stockées dans les carottes de glace et les cernes de croissance des arbres
vérifie que les pasteurs mongols ont enduré des environnements hivernaux, comparables aux conditions observées dans l'Antarctique contemporain, en utilisant uniquement les ressources qu'ils pouvaient transporter, ainsi que la sagesse, transmise à travers des lignées familiales successives, qui reconnaissaient que leur existence dépendait d'une adaptation parfaite concernant leur environnement. Les campements d'hiver mongols n'étaient pas construits pour le confort. Sa construction répondait à un objectif bien plus ambitieux, la conversion de l'un des environnements les plus inhospitaliers de la planète en habitation. Réfléchissez à la sagesse profonde, intégrée à chaque décision, l'interprétation des caractéristiques du terrain pour s'abriter du vent. La géométrie stratégique de l'emplacement des abris pour générer des microclimats thermiques localisés. La science des matériaux derrière l'isolation en feutre et leur conception structurelle aérodynamique. L'intégration harmonieuse des systèmes de survie humains et animaux en un tout cohérent et unifié. Ce n'était pas une simple survie rudimentaire. Au lieu de cela, cela représentait une ingénierie environnementale sophistiquée qui a permis à la civilisation humaine de prospérer dans des conditions qui mettraient au défi la technologie contemporaine. La leçon la plus profonde ne se trouve pas dans les techniques spécifiques, mais plutôt dans la philosophie sous-jacente qu'il révèle. Le peuple mongol a connu un succès remarquable, parce qu'il n'a jamais cherché à dominer son environnement. Au lieu de cela, il a atteint une adaptation si parfaite à celui-ci, cela leur a permis de transporter tout leur mode de vie, l'établissant chaque soir et le démontant chaque matin, ne laissant aucune trace, à l'exception des familles qui persévéraient pour vivre un autre printemps. Leur campement d'hiver portable démontre qu'une véritable maîtrise de la nature ne nécessite pas sa subjugation. La véritable maîtrise implique de la comprendre si profondément que l'on s'y intègre, découvrant des méthodes pour prospérer au sein de ces règles inhérentes plutôt que d'essayer de les violer. Une fois que les vents printaniers sont finalement revenus, faisant fondre la neige et verdissant l'herbe, les enclos de feutre ont été démontés. Le bétail a été déplacé vers la vaste steppe et les campements d'hiver ont disparu, comme s'ils n'avaient jamais existé.